Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Close Encounter of the Third Kind, Le goût de la papaye verte et Jeune Juliette. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr, on jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les good, the bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir l'humoriste, scénariste et réalisateur Yves Pelletier. Bonjour Yves. Allô, Guilla, t'as une drôle de voix, Guilla. Oui, Ah mon Dieu, c'est un autre Guilla. Ah. C'est un autre, oui, je suis moins dans les aigus. Mais t'as sûrement le menton moins proéminent aussi, peut-être. Oui, mais je cache mon petit menton avec une grosse barbe. OK, bon, ben... Donc, ça compense. Yves, on te connaît de Rock et Belles Oreilles, justement, avec Guy Lepage. T'as fait Carmina 1 et 2, qui sont pour moi des films cultes et qui sont devenus des films cultes avec le temps. En réalisation, on te doit Les Aimants, Le baiser du barbu. Tu t'es prêté aussi à la bande dessinée avec Le pouvoir de l'amour et Valentin, avec Pascal Gérard, Le pouvoir de l'amour avec Iris. Plus récemment, tu as sorti ton one-man show, Moi. Avant qu'on entre dans ta liste, Yves, je veux savoir à quand remontent tes premiers souvenirs de cinéma? Ben mon Dieu Seigneur, moi j'avais un père qui aimait beaucoup le cinéma, donc même les premiers cinémas répertoires des années 50, 60. Donc il y avait une espèce d'amour du cinéma à la maison. Ma mère c'était plus des comédies à la Louis de Funès, là, du film de divertissement, souvent du film français, le film européen. Donc, mettons que le cinéma, de façon générale, c'était valorisé. Aller sortir au cinéma, c'était quelque chose de le fun. Tu sais, j'habitais à la banlieue, j'habitais à Laval, puis on traversait à Montréal parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de centre d'achat où il y avait des cinémas à Laval. Et là, sur la rue Saint-Denis, là, ça partait avec le Crémazie, puis après le Villeray, puis des marquises illuminé de cinéma tout au long de la rue Saint-Denis. Ça, pour moi, c'est ça, quand j'étais jeune, le cinéma, c'est la rue Saint-Denis illuminée. Là. Wow! J'aimerais tellement voir ça une fois dans ma vie. Donc, moi, mon premier souvenir marquant de cinéma, c'est le film Mary Poppins. Je pense que je devais avoir 4-5 ans quand la version française est sortie. Puis c'est un film qui m'a bouleversé parce que c'est comme tu passes à travers toute la gamme des émotions. Hein. Donc, premièrement, moi, juste de voir la coexistence entre un personnage vivant et un dessin animé, il y avait quelque chose que je trouvais extrêmement troublant. Et, tu sais, à un moment donné, elle avait un parapluie là, avec la canne du parapluie, le manche, c'était une tête de perroquet, puis le perroquet parlait. Puis à un moment donné, ben, c'est la fameuse chanson du ramoneur, là, Chim Chimney, Chim Chimney. Puis c'était une chanson qui était triste, puis je me souviens que je disais, oh mon Dieu, j'étais avec ma mère, je disais, maman, il est pas heureux. Il y avait comme quelque chose de... Il y avait toute une espèce de panoplie d'images merveilleuses qui, pour moi, étaient comme complètement insensées. Puis je suis sorti du cinéma, puis après, je peux pas dire que j'ai fait des cauchemars, mais j'ai rêvé à plusieurs scènes de Mary Poppins, puis en me disant, ça m'a troublé. Yves, le premier film dont tu veux nous parler, c'est Close Encounters of the Third Kind de 1977 de Steven Spielberg, évidemment, Rencontre du troisième type. Ça met en vedette Richard Dreyfuss, Terry Garr, François Truffaut et Bob Balaban. Peux-tu nous dire qu'est-ce que ça raconte? Puis je veux savoir... Ça raconte dou, 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 dou. C'est ça, c'est l'humanité qui est contactée par les extraterrestres. Tu sais, genre, il y a une série de phénomènes inexpliqués, des gens qui disparaissent. C'est un scientifique qui fait le tour de la planète à la recherche de ces témoignages-là. En parallèle, tu as un poseur de câbles, tu sais, américain, Richard Dreyfuss, qui, lui, en allant faire une réparation, il voit des vaisseaux,
Puis là, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des visions, puis là, il faut qu'il voit une montagne, il est comme, il y a une crise que je te dirais existentielle où il doit absolument comprendre que c'est qui se passe là. Donc, tu as toutes sortes d'élus, là, des gens qui ont été contactés d'une façon ou d'une autre, qui convergent vers une montagne où les extraterrestres vont venir. Ça résume-tu le film un peu? C'est très bien Moi, résumé. genre, ce que je veux juste te dire, c'est qu'à l'époque, quand c'est arrivé en 77, ce qu'il y avait dans le domaine de la science-fiction avant, Star Wars était sorti l'été précédent. Oui. Il y avait des films comme Logan's Run, un genre de science-fiction aussi où, en général, les extraterrestres, c'était une puissance invasive, là, un petit peu pas autant que dans Mars Attack, là, mais genre, il y avait une menace. Là, c'est un film, premièrement, qui est très, très, très particulier et original. C'est un film de création. Puis, les extraterrestres sont mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent. On ne sait pas trop c'est quoi leur message. Mais dans les faits, on se rend compte qu'il y a quelque chose de complètement pacifique. Donc, déjà, c'est un film qui détonnait. Puis, qui détonnait surtout de Spielberg. Spielberg, là, c'était le gars qui avait fait Jaws. Oui. Au niveau de l'inconnu, c'était l'épouvante. C'était une forme menaçante, meurtrière. Son premier film que j'avais vu à la télévision, Duel. Duel, c'était un movie of the week. Là, je ne sais pas si c'était ABC ou NBC. Puis moi, là, j'avais été complètement... Là, j'étais très jeune. Là, c'était 72, 73, genre 10, 12 ans dans ce coin-là. Et là, j'avais été complètement... Je voyais des trucks sur la rue. Après, j'avais peur. J'avais peur des conducteurs. Donc, tu vois, il y avait c'était ça, Spielberg. Et là, il arrive avec un film complètement personnel, à grand déploiement, qui est d'une très grande beauté, puis qui est très, 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 très complexe. Ça a été comme... Moi, là, j'ai dit, OK, ce gars-là, il y a quelque chose, il y a quelque chose à dire. Il ne sait pas juste comment dire les choses, il y a aussi quelque chose qui veut dire. Donc, tout ce qu'il a développé par la suite, mettons avec des films plus commerciaux, E.T., il a comme développé son imaginaire cinématographique dans ce film-là. Et je pense, pour moi, c'est son meilleur film. C'est le meilleur film de Spielberg parce qu'il est encore sur le mode instinctif. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore en contrôle de ses affaires. Donc, il a tout mis ça ensemble, puis le film est long aussi. Hein? C'est long, ce film-là. Tu vois, je l'ai revu, là, parce que là, ça faisait un bout que je ne l'avais pas revu. Puis là, tu vois, il y a des affaires qui ont changé depuis la version originale, mais je me rends compte qu'il y en a fait une en 1980 que j'ai jamais vue, où on voit l'intérieur du vaisseau à la fin, puis je suis content de jamais avoir vu cette scène-là. C'est mieux de préserver le mystère, puis de ne pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette grosse soucoupe-là. L'autre truc, moi, qui m'a comme complètement séduit, c'est que c'est un film sur la création artistique. Dans quel sens? Aussi, là, c'est un gars qui se destine, qui est dans une petite vie de banlieue, telle affaire qu'il il y a une illumination. OK? Et là, comment ça se manifeste chez tout le monde? Tout le monde fait des dessins, le monde fait de la sculpture. Et comment on communique avec les extraterrestres? Avec la musique. Puis à un moment donné, ça se finit. C'est complètement allégorique. Mais c'est ça. C'est un gars qui devient passionné et il s'émancipe à travers cette vision-là, cette mission qui s'est donnée. Et donc, pour moi, c'était le symbole. J'avais 16 ans. Là. Fait que pour moi, c'est un film libérateur. Pour moi, c'est la même affaire qu'une pièce de Claude Meunier sur la banlieue. Là. Il y avait quelque chose d'héroïque là-dedans. Puis je pense que lui-même, je ne sais pas ce qu'il vivait à l'époque, Spielberg, avec sa famille, puis toute sa relation avec ses enfants, puis tout. Mais il y a quelque chose qui est très, très, très personnel. Puis baroque aussi, parce que tu vois, il y a la famille, l'enfant qui tape. L'enfant qui tape la poupée, là, il y a des affaires assez weird dans ce film-là. Puis Richard Dreyfuss, il a un comportement erratique, que tout le monde le prend pour un fou.
tous ceux qui croisent extraterrestres, on les prend pour des fous. Donc, il n'y a comme pas... c'est pas c'est un espèce d'ambiance un peu comme Disneyesque, là, un peu là, à la Disney, avec les violons, la musique, tout ça. Mais en même temps, dans le déroulement de l'action, des enfants qui se font kidnapper, même si c'est par un faisceau de lumière, c'est un enfant qui se fait kidnapper. Oui. Hey, d'ailleurs, j'ai lu une anecdote. Tu sais, le petit garçon, au début, là, un des premiers qu'on voit qui est pris, Oui. qui est emporté, tu sais, à un moment donné, au moment qu'il voit, lui, il voit l'extraterrestre, mais ça ne nous est jamais montré, c'est une lueur. Alors, de la façon dont Spielberg a tourné cette scène-là, c'est que l'enfant, il voyait, il y avait quelqu'un qui était costumé devant lui, il y avait un gorille, puis il y avait un clown. Fait que là, quand il y avait, tu vois, ça, mon Dieu, un gorille, il est surpris. Et là, il avait demandé à l'acteur d'enlever son masque de gorille puis de faire une grimace. Puis là, l'enfant sourit. C'est même qu'ils ont eu une réaction initiale de peur, un peu saisi, puis après un sourire qui rit. OK. Donc, wow. voilà. Puis... Donc, c'est ça pour moi, Close Encounters of the Third Kind. Pour moi, Spielberg, là, c'est un... D'ailleurs, il a demandé à François Truffaut d'interpréter un des rôles, le rôle du savant, l'ufologue, là, qui fait des recherches partout. Il a demandé à Truffaut, puis Truffaut, c'est aussi le gars de la Nouvelle Vague, c'est le gars aussi qui a réhabilité Alfred Hitchcock. Et puis là, il se fait tendre une perche par un jeune Américain qui tripait sur tous les cinéastes des années 50 et 60 en France. Donc, il y a quelque chose dans le cinéma de Truffaut, même s'il n'a jamais eu les moyens de Spielberg. Il y a quelque chose de similaire, je trouve, dans leur le fait qu'ils font un cinéma divertissant et en même temps plein de sens, riche en thématique et en émotion. Puis sur Truffaut, on en reviendra, on reviendra à Truffaut plus tard avec ton plaisir coupable, mais une anecdote de tournage. T'as-tu une anecdote pour moi? T'as une anecdote? J'ai une petite histoire pour toi, Yves. Okay. Alors, assis-toi, je te raconte une histoire. Oui. Quand Spielberg a montré à Truffaut le décor avec l'atterrissage du vaisseau spatial, Spielberg était impressionné lui-même, puis il voulait montrer ça à Truffaut. Puis Truffaut, il disait « Ah, c'est beau, mais c'est des lumières, c'est des maquettes, c'est un décor. » Puis après, quand Truffaut a vu les scènes où Richard Dreyfuss, dans son salon, construisait une maquette de la montagne, puis avec les scènes familiales, Truffaut disait « C'est ça le cinéma, c'est ça ton film. » Puis je trouve que les scènes familiales, les scènes où justement Richard Dreyfuss construit la montagne en patates pilées, je trouve que c'est des scènes qui sont même par moments plus fortes personnellement dans mes goûts. Puis je trouve aussi dans beaucoup de films de cette époque-là de Spielberg, les scènes familiales, les scènes de souper de famille sont extrêmement bien réussies. Comme tu disais, je ne sais pas s'il vivait des choses avec sa famille à cette époque-là, mais il y a quelque chose de très ressenti, de très humain dans toutes ces scènes-là. Mais c'est un cinéaste aussi d'action puis de spectacle. Okay? Il aime ça quand c'est spectaculaire. Et c'est là où moi, même si des fois, il y a certains de ses films où il me tape sa tomate là, avec son... ses enfants. Les enfants de Jurassic Park, là, je vais dire peut-être quelque chose de cruel, mais je voulais qu'ils se fassent manger. Puis je me suis dit, avec Spielberg, ils ne se feront jamais manger. C'est eux autres qui vont gagner à la fin. Mais tu vois, lui, il est tout le temps comme sa caméra, comme tu vois là, avec Close Encounters, c'est souvent des contre-plongées. On est tout le temps à la hauteur des petits bonhommes extraterrestres ou des enfants. Tu sais, aussi, même Dreyfuss, quand il est dans son salon puis il fait sa montagne, c'est un autre contre-plongée. Tu vois le plafond. Souvent, il a utilisé ça souvent comme façon de cadrer, là, d'être plus bas. Là, tu sais. Puis toi, Yves, c'est quoi ton... C'est ça, oui. C'est quoi, toi, ton rapport à la science-fiction? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais écrire ou en faire en film de la science-fiction? On n'en a pas beaucoup au Québec. Moi, j'ai écrit un scénario de science-fiction à la fin des années 90. C'est un projet dans lequel le personnage de Stromgol n'était pas le personnage principal, mais il faisait partie de la distribution.
Alors, malheureusement, ce film-là ne s'est jamais fait, mais le scénario, à un moment donné, existe. Peut-être qu'un jour, je vais le publier ou je sais pas trop quoi. J'avais essayé d'en faire une bande dessinée pendant un bout, mais là, c'est comme, tu sais, genre, moi, je peux pas dessiner ça tout seul. J'ai besoin d'un Puis dessiner de la science-fiction, ça demande quand même une certaine virtuosité puis Oui. une grande technique. Ça demande aussi de la BD énormément de temps, là, énormément de temps. Fait que j'avais commencé une adaptation en BD, mais là, à un moment donné, le dessinateur avec lequel je collaborais n'était plus disponible. Donc, c'est pour ça que ça s'est jamais concrétisé. Mais j'aimerais ça un jour, je vais peut-être le rendre accessible à un moment donné, mais c'était une histoire, une comédie de science-fiction. Donc, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, j'aimerais beaucoup faire ça. Ouais. Ouais. Puis, bon, t'as peut-être des chances aujourd'hui parce que, bon, on a l'expertise. Maintenant, on a Denis Villeneuve qui est rendu le maître mondial de la science-fiction à grand déploiement. Là. Il a fait Blade Runner, il fait Dune en ce moment. Un film qui t'a marqué, c'est Arrival aussi de Denis Villeneuve. Oui. Qu'est-ce que D'ailleurs, t'aimes? c'est ça, quand je t'en ai parlé, parce que je trouve que quand j'ai vu Arrival, j'ai dit, ah tiens, c'est le petit-fils de Close Encounters of the Third Kind. C'est un film qui est de la même famille, tu sais, et qui est arrivé aussi de la même façon, dans un contexte où peut-être la science-fiction était plus guerrière. Hein? On a-tu des films de monstres avec des explosions puis des extraterrestres nocifs et telle affaire. Donc là aussi, c'est des visiteurs qui arrivent de l'espace, puis on comprend pas trop ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils veulent communiquer. Fait que c'est un autre film aussi qui est sur le langage, la découverte de l'autre. Puis c'est un film aussi sur le temps. Là, donc, en même temps, c'est une fable philosophique. Ce que j'ai aimé parce que Denis Villeneuve, c'était le concurrent vedette de la course Europe-Asie. Oui. L'année où il était là, moi, je suis un fan. Hein, j'ai vu toutes les années. Là, il n'a pas fait un mauvais film, Denis. Même sous la contrainte, là, tu sentais que son sujet, il avait chié dans les mains, et que même qu'il il se débrouillait en un après-midi pour faire une entrevue avec un petit monsieur dans une cour, il faisait un excellent film avec la contrainte de temps. Oui. Donc, il est très, très, très imaginatif et très habile. Et dans ce cas-là, il a eu accès à des moyens hollywoodiens et malgré ça, la façon dont le film se déroule, c'est on est au ras des pâquerettes. Hein? On est avec les humains. Puis il aurait pu débuter son film avec une espèce de grande scène grandiose avec son setup. Non, on est sur le terrain, puis c'est justement la caméra à l'épaule, on découvre le truc, et on s'en va avec les personnages devant ces espèces de grandes pieuvres handicapées, parce qu'ils ont juste 7 pattes, les heptapodes, là. Et donc, on a peur, puis en même temps, on est émerveillé, puis tous les personnages réagissent différemment. Donc, il a fait un film à hauteur d'homme sur quelque chose qui est pas du domaine humain. En tout cas, c'est ce qui nous est présenté, qui n'est pas du domaine humain. Mais dans le fond, c'est nous, hein. C'est comme... c'est nous, selon moi, ces extraterrestres-là, c'est nous qui revenons nous visiter. Je sais pas. C'est adapté d'un roman. Oui, une courte nouvelle, oui. Qui se base sur la théorie je me souviens plus du monsieur, mais le scientifique, il disait que la langue détermine notre façon de penser, notre façon de concevoir le monde. Donc, ça, c'est une théorie qui a été beaucoup critiquée, mais dans les faits, c'est parce qu'elle a été critiquée parce que tout le monde l'analyse de façon absolue. On dit oui, non, mais c'est peut-être pas le seul déterminant. Mais moi qui ai voyagé en tabarouette, puis qu'à chaque fois quand j'arrive dans un pays, je m'achète un phrasebook, puis j'étudie les rudiments du langage. Et après, quand je réussis à parler ou à dire des affaires, des fois, je me rends compte que je dis, OK, dans la grammaire, la syntaxe, dans la façon dont la langue se décline, il y a une façon, on dirait que je comprends mieux ce qui se passe où est-ce que je suis. Donc, moi, je l'ai vérifié sur le terrain. Donc, c'est sûr que moi, un film comme ça qui repose sur ce thème-là, ça vient jouer direct dans... C'est un film qui communique avec moi. Voilà.
Puis, pour revenir un peu à Rencontre du troisième type, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, je vais peut-être le gâcher un peu, mais c'est un film qui est tellement Attention, plus grand. attention! Oui, Quoi? Oui? Ben vas-y, parce que gâche-les. je vais le gâcher. C'est un film qui a plus de 40 ans, à un moment donné, il faut le voir, puis c'est pas juste la fin. Mais à la fin, Richard Dreyfuss décide de partir avec les extraterrestres. Et je veux savoir, toi, Yves, des Oui? extraterrestres arrivent demain matin et te proposent, viens avec nous dans l'espace, est-ce que tu embarques? Ben non. Non, je vais leur dire, envoyez-moi des diapositives, envoyez-moi des DVD de votre écoute, non, ben, de toute façon, ça n'arrivera pas, mais je te dirais même qu'on me dirait, Yves, veux-tu aller dans l'espace? Je ne sais pas si tu as déjà vu l'entraînement qu'il faut faire dans une navette spatiale. Et regarde l'effet que ça a sur les astronautes. Regarde Julie Payette, là. Elle est complètement fuckée dans la tête. Oui. Non, mais dans les faits, c'est comme un truc aussi, c'est comme moi rendu à l'âge que j'ai, aller accompagner des extraterrestres, m'a dit, hey, vas-y, toi, Guillaume, puis appelle-moi. Okay? tu me diras comment c'est. Fais un selfie Oui. sur la planète de Guggenheim, puis on décidera si on y va ou pas. Effectivement. Si on me dit, tu pars un mois, puis tu reviens, j'y vais. Si on me dit, Ah, ben là, peut-être, oui. Si tu me dis que c'est sécure, là, puis que quelqu'un est déjà oui, allé, puis que là, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Moi, c'est ça. Je suis pas je suis pas un explorateur genre Jackass. Tu sais, moi, je suis plus mhm. Dora l'exploratrice. Tu sais, il y a déjà une marque de sac à dos avec un petit kit, puis que là-bas, chez les extraterrestres, je vais pouvoir acheter des souvenirs de voyage comme des aimants pour mettre sur mon frigidaire ou rapporter une bébelle en terre cuite. Là, oui, là, je vais y aller. Mais sinon, là, c'est moi le premier, il m'a laissé d'autres le faire. Ton deuxième film maintenant, Le goût de la papaye verte de Han Hong Tran, c'est un film vietnamien. Franco-vietnamien. Franco-vietnamien, c'est vrai, parce que ça a été tourné au complet en Oui. France. Euh, En Encore là, studio, complètement en en studio. studio. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi l'histoire du goût de la papaye verte et pourquoi c'est un de tes coups de cœur? Bien, premièrement, au niveau de l'histoire, là, c'est pas le. Ça se résume à pas grand-chose. Tu sais, c'est comme tu es à Saigon, puis il y a une jeune fille là, une provinciale qui est accueillie dans une famille bourgeoise aristocrate, puis qui est pour devenir domestique. Et peu à peu, elle va devenir un peu un membre de la famille. Elle va devenir, tu sais, son destin va être lié à celui de la famille en question. Et là, autant Parlez-nous d'amour, c'est un film qui est verbal, tu sais, genre, qui est truculent. Là, écoute, Oui. je pense que dans L'odeur de la papaye verte, là, j'essaie de me souvenir le nombre de dialogues, là, mais ça doit... C'est un film d'observation, c'est un film qui est sur la contemplation, je dirais même, qui est très, très, très esthétique. Tu sais, ils ont tous recréé une ruelle de Saigon en studio avec des super beaux mouvements de caméra sur des rails qui passent à travers les décors. Là, justement, tout est dans le non-dit. Tu sais? Alors, il y a beaucoup de symbolisme. Et puis, quand c'est sorti, ce film-là, je pense que ça a gagné la caméra d'or à Cannes. C'est au début des années 90 et pour moi, là, ça a été comme un film qui m'a envoûté. J'étais envoûté par ce film-là et par la suite, je me suis rendu compte que c'est comme... J'y repense, j'ai pas. Fait que là, tu sais, genre, j'ai tout le temps eu soit la cassette vidéo ou le DVD avec moi. C'est un film que j'ai offert aussi souvent. Puis tu vois, ça correspond aussi à la partie de ma vie où moi j'ai commencé à voyager plus en Asie. Donc j'étais en Chine, Tibet, le Népal, en Inde, la Birmanie. Donc il y a il y a quelque chose de dans toutes mes amies originaires de ces régions-là à qui j'ai offert le film ont tous aimé ça. Ils ont tous compris le truc, les gestes, la façon d'être. Il y a comme quelque chose qui est, je pense, qui
ça leur parle de façon instinctive, même si c'est au Vietnam, puis mettons, eux autres, ils viennent de Hong Kong. Tu sais, je veux dire, c'est pas c'est la. Il y a des racines communes. Donc, ça, c'est un film qui, premièrement, qui était d'un très, très, très exotique, puis en même temps très, 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 très théâtral. Tu sais, c'est ça, la mise en scène est comme étudiée. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'extrêmes gros plans, tu sais, sur de la végétation, des insectes, des regards, puis c'est ça. Toute la mise en scène, le lien entre les personnages, ben c'est ça. Faut que tu devines. Il n'y a pas de cris à part quelques exceptions, là. Il y a pas beaucoup de soubresauts émotionnels. Faut que tu décodes les choses plutôt que de les faire servir direct dans ton assiette. Hein. Toi, avais-tu déjà vu ça? Je n'en avais même jamais entendu parler avant que tu me le mettes dans la liste. Moi, la seule chose que ça évoque, le nom Papaye Verte, c'est un restaurant végétalien à Gatineau. C'est tout ce que je sais. C'est vraiment tout ce que ça évoquait. Mais là, je comprends d'où vient le nom du fameux restaurant, parce que c'est un restaurant végétarien asiatique quand même. Oui, mais je veux dire, la papaye verte, il y a toutes sortes de références en cuisine ou en n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas juste ce film-là. Mais je ne sais pas l'historique de... Parce que quand je te disais, ça a été fait en France, parce que le réalisateur est d'origine vietnamienne, mais je pense que c'est il a immigré dans son jeune âge en France. Donc, c'est là où il a réalisé et produit son premier film. Par la suite, il est allé tourner. Il a tourné un film qui s'appelle Cyclo. L'autre, c'est... je me souviens plus de... En tout cas, il en a fait 3-4. Mais pour moi, son premier, c'est le plus réussi. Puis je te dirais qu'il y a comme quelque chose de... Il y a un charme de la même manière comme de Rope de Hitchcock, là, aussi, qui est un plan séquence, puis tout un décor avec un rouleau en arrière-plan où les nuages défilent. Tu sais, il y a comme Rear Window. Rear Window aussi, là, je pense qu'il a été fait en studio, où ils ont recréé une cour. Donc, il y a cette espèce de défi-là technique et créatif qui ajoute au charme de l'affaire, parce que tu te sens vraiment sur place, là. Puis quand je suis allé après, moi, plus tard, parce que je n'étais jamais allé au Vietnam, je suis allé au Vietnam quand même dans les années 2000, et ça a été mon gros fun de me promener en bicycle dans les ruelles de Saigon. Puis, parce que là, je disais, ah mon Dieu, je retrouve toute l'atmosphère. Mais là, ce que je comprenais pas, c'est que les ruelles, là, à un moment donné, il y a un enchevêtrement. Là, tu arrives après, il n'y a plus de rue. Fait que des fois, tu débouches chez quelqu'un. J'arrive en bicycle, d'un coup, il y a une madame qui sort. Oui? Ah, excusez-moi, madame, j'étais dans la ruelle, là, subitement, je suis dans votre cour. Ça, c'est des réseaux, là, c'est quasiment comme un labyrinthe, là. Fait que là, tu t'excuses, puis là, tu rebrousses chemin. Ou des fois, c'est un chien qui te manifeste. Ça recule. Je me demandais aussi, qu'est-ce qui t'attire tant de... Je trouve ça un peu réducteur de dire les pays asiatiques, parce que chaque pays a sa particularité, puis chaque région ont leur particularité, mais qu'est-ce qui te parle de l'ensemble de ce continent-là? Regarde, moi, j'aime voyager, là. J'aime voyager partout. Tu vois, au cours des dernières années, j'ai fait de la tournée au Québec, puis pour moi, j'ai comme quelque chose de... Je fais aucune espèce de différence, là, puis je dis pas ça pour me rendre intéressant, c'est vrai, là. Tu sais, genre, j'ai fini ma tournée au Québec en faisant le Rosec d'été, là. Donc, c'est toutes des petites salles. Je suis allé aux îles de la Madeleine. Je n'étais jamais allé aux îles de Madeleine de ma vie. Gaspésie, Côte-Nord, tout ça. Et moi, le gros fun, c'est sûr, j'aimais ça faire mon show le soir, là, mais de me déplacer, tu sais, parce que des fois, pour les vacances, tu vas pas dire, ben gars, je vais refaire une autre fois le tour du Québec. Donc, pour moi, c'est le même plaisir, ça,
que de partir en vacances dans une destination exotique. Ce qui fait que le fait qu'à un moment donné, je suis allé en Asie, c'est un concours de circonstances où à un moment donné, je suis allé au Tibet. Puis là, ça comme, tu sais, genre, moi, j'étais un peu instinctif, puis pas trop. Puis d'un coup, ça m'amène ailleurs. Puis OK, la prochaine fois, je vais aller là. Puis des fois aussi, j'aime ça retourner aux mêmes endroits où je suis allé plutôt que d'aller dans une nouvelle place. Fait que c'est comme ça que ça s'est... j'ai pas une prédisposition... ce que je te dirais, là, j'ai pas rêvé d'aller en Asie, mais dans les faits, il y a comme quand je me suis retrouvé là, il y a quelque chose qui m'a séduit immédiatement. Et ton troisième film maintenant, Jeune Juliette, un film qui est sorti tout récemment, 2019, de Anne Aymon. Ça met en vedette la jeune Alexandre Jamieson, Léane Desilets, Antoine Desrochers et Robin Aubert, entre autres. Là encore, un peu la même question. Qu'est-ce qui te touche de ce film-là? Qu'est-ce que ça raconte? Ça, faut que tu racontes. C'est l'histoire d'une adolescente un peu bien enveloppée qui c'est son été. C'est une chronique d'été de son été. Mm-hmm. Elle est à une période charnière. Tu sais, son frère aîné va déménager. Sa mère habite à New York. Elle a délaissé la famille il y a, je sais pas, plusieurs années. C'est elle qui les entretient. Elle n'est pas très populaire à l'école. Elle a une amie. C'est toutes des choses assez banales. Elle est en amour avec un ami de son frère. Puis elle s'imagine qu'elle a un amour secret avec lui. Puis moi, c'est un film qui m'a tellement charmé. Premièrement, je dirais le ton de ce film-là. Oui. Le ton, quand je parle du ton, c'est pas juste le ton des dialogues et les choix de scénarisation, mais c'est la réalisation, la façon de c'est joué, la façon dont ça nous est présenté. Tu sais, tout est sur un mode léger, mais tout est là et tout est signifiant et toutes les courbes dramatiques sont là, mais ils sont pas du tout appuyés. Là. Tu sais, quand je te disais le non-dit, là, ça, là, c'est un petit bijou de non-dit, parce qu'elle se fait traiter, la jeune Juliette, elle se fait traiter de tous les noms, et elle n'a pas les outils pour répondre. Elle n'est pas capable, mais elle a quand même du caractère, mais puis c'est ça, il y a des scènes d'une drôlerie où à un moment donné, elle se fait comme insulter, puis là, tu vois, moi, je me souviens, j'étais dans la salle, puis je disais, ah ouais, dis-y, réplique-y, puis là, je pense que je vais y aller. Ça me fait rire. Tu sais, t'es supposé avoir comme réflexe humoristique, tu dis, voici le moment pour la réplique assassine. Hein? Elle va répliquer à son adversaire, puis elle va leur scier les jambes, pas du tout. Elle n'est pas capable, puis elle mais elle réussit quand même à avoir sa vengeance parce que, tu sais, à un moment donné, les choses, le destin lui donne l'occasion d'obtenir sa revanche sur ceux qui se sont moqués d'elle et tout ça. Puis aussi, elle est pleine de défauts, là, tu sais, je veux dire, elle fait une vision du monde. Oui, elle est menteuse. Comme c'est ça, être entre l'enfance et l'adolescence, là, puis la comédienne qui joue ça là, est vraiment merveilleuse. Toutes les Robin Aubert qui fait son père, Puis c'est un beau père. Je trouve que souvent, le cinéma québécois a beaucoup écorché le rôle du père qui était soit absent, qui était maladroit ou peu importe. Mais ici, c'est un père comme moi, j'en ai eu un, comme des millions de Québécois probablement ont eu qui essaye juste de faire de son mieux, en fait. Oui, puis en même temps, il est pas parfait. C'est ça. C'est là que je te disais au niveau du ton, c'est que souvent, ces temps-ci, on vit toutes sortes de choses dans la société. Il y a toutes sortes de nouveaux phénomènes. Donc, c'est sûr que des fois, tu dis, je vais décrire la situation, puis je veux antagoniser les affaires. Tu sais, je veux qu'il y ait un rapport de force évident pour créer des scènes fortes. Là. Puis là, OK, là, puis là, lui, il pense ceci, il est convaincu de ça, puis là, lui, il va avoir tel défaut pour aller... Puis à un moment donné, ça devient comme des fois, on n'est pas, je dirais pas la caricature, mais tu sais, des fois, c'est trop poussé, tu sais. Ça va, là, tu sais. Mais moi, quand quelqu'un me tisse
une espèce de petit scénario comme ça où tout est contenu, là, tous les antagonismes sont là, mais ils sont livrés d'une façon naturelle et aussi non manichéenne. Tu sais, tu sens qu'il y a comme il y a de la tendresse, même les méchants sont pas... Tu sais, tu sens que c'est ça. Le chum du frère, là, Antoine Desrochers, là, qui a une gueule, là, lui, là, c'est une gueule de cinéma, là, on va le voir à l'écran pour des générations. J'ai vu récemment Jean-Carl Boucher, il a fait un long métrage et il a tourné ça avec toute sa gang de chums pendant des années. Antoine, au début, là, c'est un kid, tu sais, mais vraiment, là, il est même pas... Et tu le vois vieillir aussi à l'écran, puis non, il y a comme il y a une dégaine de movie star, là, comme on dit. Là. Oui. Et donc, c'est ça. Donc, le scénario de Anne, tu sais, tout est bien ficelé, puis c'est pas... les choses sont pas appuyées, là, tu sais, c'est le fun. Oui. Je me demandais, toi, Yves, t'étais quel genre d'adolescent? Ben moi, là, je me suis identifié complètement à Juliette. Tu sais, genre, ah oui, j'ai oublié le petit gars, là, le petit gars dans ta... Oui! Wow! Donc, non, il est moi, formidable. je me suis identifié à elle totalement. Moi, j'étais quelqu'un de très solitaire. J'étais tout petit. J'étais le plus petit de ma classe. Puis aussi, ben, c'est ça. Il y avait tout le temps une coupe de bullies qui était sur mon dos, mais... Tu sais, je peux pas te dire, j'ai pas de souvenir de m'être senti victime. Tu sais, c'est plus genre, ben voici comment les choses sont faites et je vais devoir affronter le gros maillot encore une fois en arrivant dans le corridor. Je vais recevoir ma ration de bin puis tu sais ma bédaine chaude hebdomadaire. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est ça, il y a quelque chose d'universel. Quand tu vois que quelqu'un, elle a un physique qui tu sais, c'est pas la fille la plus populaire de l'école. Puis, ben c'est ça. Donc, moi aussi, ben c'était comme, c'était pas nécessairement, on me traitait pas de lait, mais j'étais le petit, puis j'étais la bolle, puis j'étais comme, donc, on a tous connu, je sais pas toi, je m'imagine que toi aussi, qui t'étais t'as-tu été victime d'intimidation? Oui. J'ai secondaire 1, j'étais le petit maigrichon de ma classe qui a reçu sa... En partant, bon... C'est pour ça que tu as une barbe aujourd'hui. C'est pour compenser. Oui, c'est pour me cacher. C'est pour avoir c'est ça, mais... avoir un air menaçant. Il n'y a personne qui va m'agresser maintenant que j'ai une barbe. Non, c'est ça. Puis en partant dans les années 2000, un jeune de 12-13 ans qui s'appelle Guy, c'est inusité. Donc, Guy en plus. Oui. Puis, Guy-Antoine au long. Donc, ça sonne très école privée, mais dans une école publique. Oui. Puis, je trouve que si on y va plus largement, il y a eu Jeune Juliette l'année dernière, il y a eu Avant qu'on explose, il y a eu des films comme qui s'intéresse beaucoup à la jeunesse. Puis je me demandais si toi, tu aurais ce rêve-là de réaliser un film qui parle de la jeunesse. J'ai pas de projet présentement, mais c'est un genre de truc qui, ouais, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis pas dans ça au niveau cinématographique. Là, je suis pas dans. Mais exemple, tu sais, je veux dire. Les films de Ricardo, toute sa saga de 81, 87, 80. Moi, le genre, ça, pour moi, c'est du bonbon. Là. Tu sais, c'est comme. Si je fais juste transposer 10 ans auparavant, il y a des affaires qui sont. Ben, j'ai pas du tout le même destin, là, mais tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui sont similaires. Où tu disais avant qu'on explose, tu vois, j'étais convaincu, moi, là, genre, quand j'étais. J'avais peur que la bombe tombe, moi, à l'époque, puis j'avais peur de mourir puceau. Fait que tu vois, quand j'ai vu ce film-là, je disais, hey, tabarouette, ça, c'est pour moi. Ce film-là, il a été fait pour moi. Puis aussi, ce qui est de le fun, c'est de voir, tu dis, hey, on dit tout le temps, ah oui, il y a des problèmes, il y a des conflits générationnels. Ah non, il y a des affaires qui sont communes. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui se transmettent inconsciemment d'une génération à l'autre. En tout cas, ça fait partie de la destinée humaine. On passe tous par les mêmes étapes. Ouais.
Donc là-dessus, on va faire une courte pause et au retour, on va parler d'un film duquel tu es sorti de la salle, qui met en vedette Jane Birkin et son frère dans une relation un peu douteuse. Et on va finir avec ton plaisir coupable, qui est un de mes réalisateurs coup de cœur, personnellement, François Truffaut. On revient tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @onjasdefilm. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupables pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour à On jase de films avec mon invité Yves Pelletier, avec qui, en première partie, on a parlé des films Close Encounter of the Third Kind, Le goût de la papaye verte et Jeune Juliette. Maintenant, je l'ai dit avant qu'on aille en pause, mais un film dont tu es sorti du cinéma, c'est le film La Pirate, 1984, de Jacques Doyon, avec Jane Birkin, son frère Andrew Birkin et Marouchka Detmers. C'est quoi ce film-là? Pourquoi tu as détesté cette œuvre-là? Premièrement, je veux juste te dire que c'est la seule fois dans ma vie où je suis sorti d'une salle de cinéma. Écoute, en général, quand je suis face à un film qui me plaît moins, je commence à regarder la direction photo, les costumes. Oui. Je réussis à décrocher puis à dire, regarde, je vais regarder ce qui me plaît. Je suis bon... je suis un bon garçon, puis je suis un bon spectateur. Oui, je vais le regarder jusqu'au bout. Et là, faut dire, il est sorti en 84, tu sais. Donc, j'étais dans une période particulière de ma vie aussi où j'étais peut-être un petit peu moins de patience. Mais c'est juste que ce film-là, écoute, je pense qu'au bout de 10 minutes, là, c'est hystérique. Chacune des émotions est manifestée à la puissance 10 et c'est comme je me foutais totalement du destin des personnes qui étaient là. En plus, Jane Birkin, qui est comme j'ai de la difficulté avec Jane Birkin. Serge, j'aime beaucoup Serge. Il y a quelque chose dans sa personnalité qui... Je suis pas un fan. En général, quand elle chante, ça peut aller. Mais là, il y avait Marouchka Detmers, qui était une actrice très... populaire à l'époque, au début des années 80. Uh-huh. Et puis là, à un moment donné, j'étais avec ma blonde. Là j'étais là, ah. Et là, je me suis tourné, je disais, hey, on s'en va-tu? Elle dit, oui. Pour qu'on s'en aille. J'étais plus capable. J'avais le goût de dire, tu sais, quand tu as le goût de parler à l'écran, non, quand même. Là, tout était over the top. Et de façon paradoxale, Jacques Doyon a fait a créé par la suite un de mes films préférés, Ponette. Je ne sais pas si tu as vu le film Ponette. Oui. Il y a très, très longtemps. C'est ça. C'est avec une petite fille qui... sa mère meurt, là, puis c'est juste ça. C'est quasiment c'est ça. La mère d'une petite fille meurt et c'est elle qui est l'actrice principale. Puis elle a gagné justement le prix d'interprétation à Cannes, la petite fille. Donc, tu vois, ce film-là, qui est je trouve, un summum du cinéma, à côté d'un film qui m'a fait sortir de la salle que je n'étais pas capable de regarder. Tu vois, c'est... Oui. Puis, juste en lisant, parce que bon, c'est pas un film qui a marqué l'histoire non plus, puis qui a été oublié, mais en lisant, je voyais Jane Birkin, et son mari, son amoureux, est joué par son frère Andrew Birkin. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu pervers là-dedans. J'arrive mal à m'expliquer comment ça peut arriver. Ben, à un moment donné, je suis pas... Tu sais, Denise Pelletier, puis... Gilles Pelletier, ils étaient frères et sœurs. Je ne sais pas s'ils ont déjà joué. Oui. Je ne sais pas s'ils ont déjà joué mari et femme mais il y a quand même une distanciation. Ça tu vois, ça me dérange pas. Là. Non, ça, c'est comme c'est un nouveau regard. Tu vois, en 84, là, je pense que c'était pas là.
Il n'y a personne qui s'est interrogé là-dessus. C'est juste, c'est comme un truc là, qui était over the top, qui se voulait aussi, là, qui se voulait, c'est moi qui dis ça, là, un télo, avec, ah non, pas capable, t'es pas capable d'aller ça. Et si on termine avec un plaisir coupable, je comprends que le terme est pas super, mais c'est un film bonbon, en fait. C'est Une belle fille comme moi, de 1972, de François Truffaut, avec Bernadette Lafont, Claude Brasseur, André Dussolier. Encore là, qu'est-ce que ça raconte, ce film? Juste avant, juste te dire, tu demandais, c'est quoi un plaisir coupable? Moi, je veux juste dire, à la base, je ne ressens aucune culpabilité face à mes plaisirs. J'aime des fois le cinéma expérimental, des fois, je vais aller voir un film de super-héros avec le même plaisir. Fait que quand on dit, y a-tu des choses là, que tu regardes et tu as un petit peu honte? Non. Fait que j'essaie de trouver un truc qui est comme peut-être moins évident, là, tout ça. Puis dans ce cas-là, c'est juste parce que Truffaut, il est reconnu pour... il a fait beaucoup de comédies dramatiques, certaines comédies. Mais ce film-là, c'est un film qui est résolument drôle. Là. Tu sais, je veux dire, c'était le scénario, les dialogues, c'est écrit par Jean-Loup Dabadi. Tu sais, il est décédé récemment. Là, lui, il a écrit des chansons pour Serge Reggiani, mais il a fait aussi beaucoup de scénarios, de dialogues de films. Et ça, c'est une galerie de personnages délirants. Premièrement, Bernadette Lafont, et moi, c'est une actrice que j'adore. Tu connais-tu le film La maman et la putain de Jean Eustache? Je l'ai vu il y a très récemment. Okay. Donc, ça aussi, on en a parlé dans un autre épisode elle de La maman et la putain. La nouvelle vague dans les années 50. Elle était dans un des premiers courts-métrages de François Truffaut, je pense. Puis c'est pas... je pense pas que Bernadette Lafont, c'est une fille qui a fait les écoles de théâtre. Là, hein? Tu sais, elle a un petit côté populaire, une façon de s'exprimer. Tu sais, c'est une femme excentrique avec beaucoup de bagou. Donc, c'est l'histoire de Camille Bliss qui est en prison et parce qu'elle a tué, elle a commis plusieurs meurtres, dont son mari. Et le personnage André Dussolier qui joue c'est un chercheur, je ne me souviens plus ça, mais il vient l'interviewer à la prison parce qu'il pense qu'il y a eu une erreur judiciaire. Donc, puis elle lui raconte sa vie, puis elle lui raconte ses tribulations. Et c'est tu peux comprendre qu'elle raconte les choses à son avantage. Donc, elle vient de milieux extrêmement pauvres et populaires. Puis là, elle est comme... elle est passée à travers toutes sortes d'endroits. Elle a eu plusieurs amants, un dératiseur, un chanteur de charme dans une discothèque. Fait que c'est ça, c'est une galerie de personnages pendant 90 minutes. Puis à la fin, mais c'est ça, le personnage d'André Dussolier, le chercheur en question, il tombe en amour. Il tombe en amour avec elle. C'est un film qui est passé souvent au grand film ou tu sais des années 70 plus tard là, à Radio-Canada le jeudi soir ou le vendredi soir. Donc c'est un film qui a joué souvent à la télévision. Fait que je l'ai vu beaucoup de fois. Puis c'est pas le film le plus connu de Truffaut, mais on reconnaît quand même là sa touche et sa façon d'écrire, de mettre en scène les situations. Toi, l'as-tu déjà vu, ce film-là? Je ne l'ai jamais vu. En plus, je suis dans une phase un peu François Truffaut en ce moment parce que j'ai regardé La Nuit américaine, j'ai regardé Jules Jim. En tout cas, je suis en train de m'en reclaquer beaucoup. Les Truffaut, c'est un réalisateur qui me parle. As-tu déjà vu L'Enfant sauvage? L'Enfant sauvage, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai une copie ici. Il est sur ma liste. Truffaut, c'est ça, c'est souvent des personnages plus grands que nature dans des situations intimes. Puis je trouve que dans les films que tu as fait, que ce soit Les Aimants, Le Baiser du Barbu, il y avait cet aspect-là. Je me demandais, c'est quoi l'influence de Truffaut sur le cinéaste que tu es? Truffaut, c'est vrai, il y a toutes sortes. Il y a aussi Éric Rohmer, que moi j'ai beaucoup aimé, mais aussi
il y a de l'influence, là, je pense, qui vient des fois aussi de Pierre Richard, des Oui. comédies françaises des années 60-70. Mais ce que c'est que Truffaut, c'était tout le temps, il a tout le temps été perçu comme le plus commercial de la nouvelle vague. C'est celui qui était le plus... et quand il est mort, c'est là que tout le monde a réalisé à quel point il était le cœur même de la nouvelle vague, parce qu'il faisait, il faisait le lien entre... Il a créé un cinéma accessible tout en révolutionnant la façon de tourner, de présenter les choses. Tu sais, tu compares à Chabrol, Godard... Romer, puis tout ça, c'était la figure de proue, celui qui a eu les films les plus emblématiques, je te dirais, de cette gang-là. Puis donc, il s'est développé un peu une réputation de « OK, ben lui, il fait du cinéma populaire ». Puis quand il est mort, là, je pense c'est là où le monde a commencé à analyser son œuvre, puis là, ils se sont dit « Hey boy, OK, c'était... » Même dans ses films les moins réussis, mon Dieu, comment ça s'appelle? Dans les années 70, là, c'est comme... Là aussi, tu vois, c'est un film d'été dans une petite ville de province française. Tu suis une gang d'enfants. Comment ça s'appelle, ce film-là? C'est complètement charmant. C'est pas de la grande dramaturgie puis tout ça, mais là aussi tu sens que c'est teinté de ses souvenirs d'enfance. Tu vois, c'est un gars là, il a tout bâti son répertoire comme ça en se basant sur sa vie à lui, là, avec les histoires d'Antoine Douanel, les 400 coups. Tu sais, il a fait 4 films avec ce personnage-là qui était un peu son alter ego. D'ailleurs, j'arrête pas de baver. Moi, à chaque fois que je vois Ricardo Troggi, je dis tout le temps, je dis, Ricardo, t'es comme François Truffaut, mais en beaucoup moins intellectuel. Puis là, il me donne des bines. Mais c'est vrai, je vois il y a une parenté. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait... C'est un charmeur, Truffaut. Donc, dans tout ce qu'il fait, même quand il arrivait avec une forme moins évidente au niveau du cinéma, tu sentais qu'il y avait une volonté que ça soit accessible, que le monde... une volonté de se faire aimer. D'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle L'homme qui aimait les femmes. C'est ça, l'homme qui aimait les femmes? C'est justement c'est Charles Denner qui joue son rôle dans ce film-là. Puis Charles Denner, c'est un acteur avec un physique pas très... il ne s'est pas valorisé en demandant de le faire. Mais c'est un personnage qui est comme tout à fait charmeur parce que c'est un séducteur à cause de sa personnalité. Je pense que c'est ça, l'homme qui aimait les femmes. Je dirais 77, 78, ou peut-être même avant. Voilà. Là, je me suis perdu dans ma phrase. Je ne sais plus où je m'en vais. Là. Virgule. Tu peux insérer une question. Oui, en fait, je vais acheter une voyelle. Okay. Mais non, on va pouvoir conclure là-dessus. Yves, ça a été un énorme, énorme plaisir pour moi et je suis certain pour les auditeurs de t'entendre parler de cinéma. J'inviterais les auditeurs à revisiter tes films, que ce soit Carmina que tu as écrit, dans lequel tu as joué, réalisé par Gabriel Pelletier, mais aussi tes 2 films que tu as réalisés, Le baiser du barbu et Les aimants. Ben oui, ben pourquoi pas. Là-dessus, merci beaucoup Yves. C'est moi qui te remercie. Ça me fait plaisir. Alors, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Yves Pelletier, on a jasé de films.